chercher l'autre monde, celui qui est couché parallèlement sous le visible, celui qui attend qu'on soulève le voile, qu'on soulève la terre, qu'on soulève le poids des préjugés, savoirs enfouis, perdus, ou pétrifiés dans l'illusion, imaginaires fixés par les légendes, les rumeurs, les on-dit, descendre, plus profond, décaper, fouiller, dégager les racines, atteindre le vierge, le vivace, le bel aujourd'hui des temps lointains, le bel endormi de nos mémoires collectives, toujours prêt à renaître, à livrer quelques secrets sous les gravats, à faire surgir du caveau un troupeau d'ombres aux bouches murmurantes. Le poème résiste, il se défend à l'image de son sujet, il brouille les pistes, laisse entrevoir une issue, laisse espérer, prend la pause. Le poème à venir tient tête. On croit qu'il suffit de tendre la main, mais à l'instant il se dérobe, s'éloigne dans l'espace et le temps, chute dans l'une des fosses creusées par les archéologues, s'esquive dans la trame noire et blanche des photos d'archives, disparaît des dossiers policiers. Il enjambe les siècles, sans égard pour la chronologie. Le poème à venir est fait de 1000 éclats invisibles, de 1000 mots anonymes. Le poème s'enracine dans une abbaye dévastée, une fabrique oubliée, une prison désaffectée, un éphémère centre de rétention. Le poème attendu appelle à lui des ombres restées floues. Colons, gardiens, vagabonds, militaires, abbés, confesseurs, policiers, cuisiniers, blanchisseurs, tisserandes, chefs d'atelier, éducateurs, juges, directeurs, ouvrières, inspecteurs, voisins, voisines, balayeurs, vigiles, clandestins. C'est un chœur qu'il faudrait à la place du texte, un lamento, une cantate, un chant de multitude, une jonction des souffles, une profusion légère et grave, aérienne et rauque, confiante et plaintive. Un office des vivants et des morts, toute douleur résorbée, une consolante polyphonie. Face à la cour qui autrefois fut le verger des moines, installés sur le pourtour des ateliers des bancs de bois, 2 planches rugueuses mal assemblées. La douceur de l'air pourrait donner le goût de s'y poser, jouir de la lumière entre les platanes qui ont remplacé les arbres fruitiers. Mais d'autres images brouillent le regard. Des silhouettes encore floues de gamins surgissent. On croit entendre le bruit des machines, les coups de marteau, le son des lames de scie qui usent les tympans. On croise le regard de celui qui surveille, contrôle, réprime sans répit. On se demande quand, à quel moment, pour combien de temps un adolescent s'est assis en ce lieu pour regarder le ciel, s'échapper un instant par le haut. Mais avait-il envie de regarder le ciel? Pouvait-il même rêver? Crâne grondant d'une colère obstruant toute issue, rage tenace qui lacère, ou bien fatigue incommensurable, de celle qui fait plier l'échine et conduit au renoncement. À moins que, d'avoir trop vagabondé, d'avoir eu faim, couvert et gîte apporte une forme de soulagement. Pour combien de temps? Que faire de ces mots? Comment les évaluer? Quelle part de vérité? Quel utile cri d'alarme? Quelle manipulation? Le chemin de la colonie déborde de choses trappes,
Piège à gauche, piège à droite, pour qui n'est pas historien, ethnologue, anthropologue. Travail sur une matière en feu, travail à main nue, ou presque. L'outil poésie, que peut-il? L'outil émotion, l'émotion peut-elle devenir outil? L'outil conscience, civique, politique ou tout simplement humaine? Travail sur l'enfant, puis l'adolescent que chacun fut. Travail sur le bourreau que chacun pourrait être. Travail sur l'intime, là où gîte la part obscure, ce réservoir de notre commune ignorance. Qu'y a-t-il derrière une vérité profonde? Une autre vérité profonde, écrit Pascal. On pousse une porte qui ouvre sur une autre porte, qui ouvre sur une autre porte, qui ouvre. Pas de salle illuminée au bout de chemin. Pas de tapisserie en gloire pour dresser les hauts faits. Ce qui appartient à l'intimité d'Aniane restera ombreux. Quelques coups de projecteur, quelques éclats de voix, quelques mots posés sur la matière mémoire, sur la matrice temps. Les témoignages abondent, les non-dits prospèrent, les censures agissent, les croyances se déploient, les fantasmes foisonnent, les mythes se cristallisent. Un historien affirme, un autre dément. Les photos sont truquées, les cartes faussées, les coups de tampon falsifiés. Les morts se taisent, obstinément. L'archéologue dit qu'on ne sait pas, l'ethnologue dit qu'on ne sait pas. Nos mains de vivants dérapent sur vos noms rugueux, sur vos blocs de silence, sur vos verrous. Nous n'aurons pas de réponse. Nous grappillerons des bribes de sens. Nous tenterons de nouer ensemble des savoirs effilochés. Personne ne dressera pour nous la table de la vérité profonde. Nous sommes condamnés à l'intranquillité. Abbaye, le beau mot d'abbaye rabattu au sol, entre ronces et tags, écorché par des années de délaissement. Maintenant, il est question d'ouvrir. Porte, fenêtre, cœur, esprit. Libérer les pierres, lever les ombres. Il est temps de secouer les énergies mortifères cousues dans ce carré de mémoire, temps d'activer la métamorphose. Temps de se souvenir que les choses ne sont pas ce qu'elles sont, mais ce qu'elles deviennent. Temps de tourner le regard vers l'inespéré, qui ne saurait venir sans un peu d'espérance. Ce matin-là, les enfants ont soulevé la poussière de l'abbaye. Ils ont brassé l'air de leurs paroles et exclamations. Leur insatiable curiosité, leur énergie, leur vigueur ont délogé les fantômes. Sans doute, les hordes d'araignées ont-elles fui au plus profond du bâtiment. L'abbaye pesait moins lourd sur les cœurs. Ce matin-là, chacun, chacune, écrivait au fil de la déambulation, malgré l'inconfort, et notait à la volée, appuyé contre un platane centenaire ou accroupi sur un seuil de pierre disloqué. Les enfants cueillaient des mots, ici et là. Ils dressaient d'insolites inventaires que Prévert n'aurait pas dédaignés. Arrivés dans le jardin privé de l'ancien directeur, ils se sont éparpillés joyeusement, l'un s'étonnant de l'ampleur du magnolia, l'autre ravi de voir couler l'eau de la rivière en contrebas. Un autre encore scrutait les traces de pneus d'un tracteur, se demandant gravement de quelle époque elles pouvaient être. On pouvait presque voir, entendre le dessin des jours futurs. Jours de saison nouvelle, d'où malédictions et tabous seraient abolis. Jours de mémoire apaisée,
Ce matin-là, il suffisait de se pencher sur l'herbe que foulaient les grappes d'enfants pour découvrir, discrète entre les tiges, la poussée irrépressible des premières violettes.